Anne Ruas, je vais commencer avec vous. Vous êtes chercheuse et vous pilotez le projet SenCity. Alors SenCity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville miniature qui a été installée à Marne-la-Vallée et qui est une sorte de grand simulateur de ce que pourrait être la Smart City de demain. Vous utilisez tout un tas de capteurs, de nanocapteurs de dernière génération pour monitorer différents flux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et nous dire à quoi pourraient servir ces futurs capteurs ? Alors, même si on a beaucoup de données, dans notre époque, il y a beaucoup de données qui manquent ou qu'on ne sait pas bien analyser, ne serait-ce que les données de pollution. Donc, ce qu'on essaye de faire dans SenCity, c'est d'abord tester ces capteurs. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils nous donnent des informations utiles? Et une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les phénomènes qui existent réellement? Donc là, on travaille sur des enjeux environnementaux, donc la pollution de l'air, de l'eau, du sol. Sur l'énergie qui est un gros enjeu sociétal, sur les matériaux aussi, les matériaux qu'on utilise, est-ce qu'ils polluent, est-ce qu'ils ne polluent pas? Donc là, on a vraiment toute une réflexion. Est-ce qu'ils isolent bien aussi? Comment est-ce qu'ils peuvent améliorer le climat urbain, le bien-être urbain? Donc même si on met un capteur, est-ce qu'on sait en faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qui se passe au cours du temps? Même si on parle beaucoup de capteurs, mais on se rend compte que passer d'une valeur à une compréhension du phénomène, c'est pas si simple que ça et ça nécessite encore beaucoup de recherche. Et le but de SenCity, c'est de participer à cette recherche. Par exemple, quelles sont les choses qui aujourd'hui ne sont pas mesurables dans la ville? Alors, on mesure très mal la pollution. Ça, c'est déjà la première des choses. C'est pas parce que vous mettez un capteur à un endroit que vous savez ce qui se passe à côté. Quand vous mesurez les particules fines, c'est des petites particules, mais elles sont composées de quoi, ces particules? Donc on est dans le chemin de mieux connaître, mais on est encore finalement assez loin de bien savoir ce qui se passe. La pollution des sols, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît que très ponctuellement. On ne va pas faire des trous partout, hein. Ça coûte très cher, ce serait pas pratique. Et on a vraiment besoin de progresser pour mieux comprendre notre environnement. Donc il y a énormément encore de recherches à accomplir pour améliorer justement la ville, la cité et le bien-être en ville, aussi bien pour l'environnement que pour les humains qui y habitent. Alors la Smart City, ce sont tous ces capteurs, ce sont aussi tous ces nouveaux services assurés par des grandes plateformes ou des startups. Thierry Marcoux, c'est quelque chose que vous avez étudié dans Audacity. Et Audacity, c'est une grande étude qui a été menée sur 1 an avec l'IDRI sur la ville numérique. Et l'un de vos points de départ, c'était que la ville numérique est beaucoup plus ingouvernable qu'avant. Alors la Smart City, est-ce que c'est le bazar? Alors, oui et non. Dans certains domaines salés, je parlais tout à l'heure du secteur du logement qui est disrupté, comme on dit aujourd'hui, déstabilisé par de nouveaux acteurs qui sont des purs players du numérique, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas il y a 10 ans et ils se sont basés uniquement sur la mobilisation à la fois de ressources techniques numériques et aussi de beaucoup de capital. Mais quand on a regardé effectivement différents secteurs avec nos collègues de l'IDRI, c'est l'Institut de développement durable, donc c'est des écolos et c'est important pour nous, la FIC, c'était important de travailler avec eux et de marier un peu nos visions. Ce qu'on constate, c'est que la disruption, par exemple, est à son plus haut niveau dans le secteur de la mobilité, où là vous avez tous les grands acteurs, à la fois les anciens grands acteurs de l'automobile et les nouveaux du type Uber, Google et Apple aussi, qui n'a toujours pas laissé tomber. Ce qu'on voit ici dans le secteur de la mobilité, c'est qu'à la fois énormément de moyens techniques et de moyens financiers déployés, des stratégies très offensives dans un premier temps, qui aujourd'hui sont en train de se transformer. Entre le début de notre étude Audacity et la fin, à la fois Uber a quand même viré son PDG, on a nommé un nouveau un peu plus cool, tout le monde a pu le constater, mais aussi nous on a vu se multiplier toute une série d'accords en France notamment entre Uber et les collectivités territoriales. Il n'y a pas très longtemps à Nice, un accord entre Uber et la société de transport de Nice pour, sur un créneau spécifique, le soir sur une ligne de tram où les trams s'arrêtent assez tôt, pouvoir prendre un chauffeur Uber. Donc je pense que entre les déstabilisations que nous pointions au début de notre étude, qui a commencé il y a 1 an et demi, et aujourd'hui, on voit que les choses ont déjà beaucoup évolué. Et elles montrent une direction que nous, on pointe dans notre étude et qu'on recommande, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait un dialogue et des coopérations, des collaborations à inventer entre les acteurs publics urbains
et ces nouveaux acteurs de la mobilité ou du logement, par exemple. Ce qu'on peut se demander, c'est avec la multiplication de ces nouveaux services, ces nouvelles plateformes qui entrent parfois en concurrence avec ceux proposés par les villes ou les collectivités, est-ce que cette nouvelle ville ne remet pas en question la légitimité de l'acteur public? Alors, nous, on ne le pense pas avec l'IDRI. On pense que tout ce moment de déstabilisation offre en fait des opportunités vraiment intéressantes à tous les acteurs, des deux côtés, mais notamment aux acteurs politiques pour essayer d'innover eux-mêmes dans leur manière de faire la politique, dans leur manière de conduire leur politique. Moi, j'avais été très frappé. On avait Uber France comme partenaire d'Audacities. Donc, on a eu accès à un certain nombre d'informations extrêmement intéressantes. Et ils nous montraient tous les trajets qui sont faits par les chauffeurs Uber en Ile-de-France. Et ce qu'on constatait, c'était l'incroyable complémentarité entre Uber et les réseaux de transport public franciliens. Pourquoi? Notamment parce que, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est un tiers des trajets Uber en Ile-de-France sont des trajets banlieue-banlieue. Et c'est exactement là où pêche, par leur absence, l'offre de réseaux de transport public. Donc on voit bien qu'au-delà des inimitiés apparentes et des conflits et des postures agressives et défensives des deux côtés, on voit bien que ce que montrent notamment ces données et ces cartographies, c'est qu'il y a certainement des deals à inventer, du type de ceux qu'a passé la ville de Nice avec Uber, pour jouer sur la complémentarité des offres, plutôt que de dire mon offre est meilleure que la tienne et je veux que tu disparaisses. Mais peut-être Jacques Priol sur cette question, est-ce que ce partenariat, par exemple, entre Waze et les villes, elles sont de plus en plus nombreuses à signer des accords, est-ce que ça vous semble équitable? Est-ce que les villes s'y retrouvent, à votre avis? Alors ces partenariats sont expérimentaux, ils sont nouveaux. Et pour l'instant, le cas de Waze est très intéressant. Je vous remercie de le citer parce que Waze, vous êtes certainement très nombreux à le connaître et à l'utiliser. Il y a 10 millions d'utilisateurs en France aujourd'hui de Waze. La croissance est exponentielle. Nous sommes le 2e pays au monde utilisateur de Waze. Peut-être pour des raisons à voir avec les radars et nos habitudes au volant. Mais en tout cas, nous sommes le 2e pays au monde utilisateur de Waze. Et quand nous utilisons ce GPS gratuit, nous ne nous étonnons pas, nous ne sommes pas choqués de voir que les données concerne nos trajets, servent à nous proposer de la publicité. Quelque part, c'est le deal, c'est le prix à payer pour avoir le service. Ce que nous ne savons peut-être pas, c'est que ces données peuvent aussi servir à améliorer la gestion urbaine. Ça renverra d'ailleurs à d'autres questions derrière, de savoir si quand on utilise Waze, on est conscient que les données peuvent être ensuite, d'une certaine manière, revendues aux collectivités locales. Donc Waze monte des partenariats avec les collectivités locales. Et ces partenariats, aujourd'hui, ne sont pas équilibrés. Mais il y a un programme mondial qui s'appelle Connected Citizens, que vous pouvez consulter sur Internet, où toutes les villes qui ont signé un partenariat avec Waze sont référencées avec des objectifs et des projets bien précis. Mais pour l'instant, les collectivités qui signent avec Waze fournissent beaucoup plus d'informations à Waze, notamment sur leur plan de déplacement, qu'elles n'en ont en retour. Pour l'instant, cet équilibre n'est pas trouvé. C'est-à-dire que vous pensez que les collectivités devraient avoir accès aux données des utilisateurs de Waze? Alors très concrètement, là on est vraiment dans un des sujets invisibles de la Smart City. C'est que pour que la Smart City, la ville intelligente, fonctionne, il faut plein de données, ça a été dit, les données que produisent les services publics, qui pour certaines d'ailleurs sont très transparentes parce qu'elles sont en open data, et puis plein de données sur nous, sur nos déplacements, sur nos consommations énergétiques, sur tout un tas de sujets. Et ces données, elles sont extrêmement intéressantes. Une ville qui doit revoir son plan de circulation, traditionnellement, elle faisait des comptages. Ensuite, on a mis des compteurs, des capteurs automatiques. Il y a encore des comptages provisoires, les petits boudins sur lesquels on passe, là, qui font clac-clac, les boudins en caoutchouc noir. Et puis maintenant, on a des acteurs comme Waze qui nous disent « Moi, j'ai toutes les données, je sais d'où viennent les gens, je sais où ils vont, le domicile, le travail. » D'un seul coup, on a une masse de données absolument colossale qui peut révolutionner la manière de concevoir et de gérer un plan de déplacement. Est-ce qu'il faut que les collectivités locales aient accès à ces données? De mon point de vue, la réponse est oui, mais il y a des conditions très importantes à réunir pour que ce soit accepté par les citoyens. Et si ces conditions ne sont pas réunies, nous allons au-devant d'un blocage de la Smart City. Voilà, alors sur cette question des données, c'est une question centrale de l'avenir de la Smart City et on pourrait résumer la problématique comme ça. Comment éviter qu'une gestion plus efficiente de nos villes, de nos vies, ne repose sur des outils qui nuisent à nos libertés? Peut-être sur cette question, Thierry Marcoux, qu'est-ce que vous en pensez? Quel contrôle des données, quel contrôle démocratique des données pourrait être mis en place à partir du moment où on a cette collaboration entre des acteurs privés et des acteurs publics qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts?
Écoutez, je pense déjà que là aussi, on est sur un sujet très mouvant et les choses s'accélèrent de manière assez rapide. Vous avez sans doute noté, comme tout le monde, que la mise en place du RGPD, le règlement général sur la protection des données, a quand même obligé toutes ces grandes plateformes à se mettre à niveau, avec des effets parfois étonnants, puisque en fait le Facebook européen n'est pas le même que le Facebook non européen, notamment parce que le RGPD s'applique seulement là. Il y a également du côté de beaucoup d'innovations législatives en ce moment du côté français, et notamment la loi pour une république numérique d'Axel Lemaire, dernière secrétaire d'État numérique de François Hollande, a pris des initiatives extrêmement intéressantes, notamment maintenant du côté des opérateurs d'algorithmes publics qui ont des obligations spécifiques d'explication et de rendre des comptes à ceux qui le demandent. Donc moi je pense qu'on est en train de fortifier, d'améliorer, d'optimiser toutes ces procédures, à la fois pour plus de transparence et plus de protection. Moi je voudrais aller un petit peu au-delà parce que je pense que, et Jacques Priol en parlera beaucoup mieux que moi notamment, mais je pense qu'au-delà de ces données personnelles, à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce que ces données personnelles réunies, agrégées, constituent. Et il y a la notion de commun numérique, qui est quelque chose d'important. Je pense notamment par rapport aux questions de mobilité. Si aujourd'hui, et c'est très bien de ce que fait Waze, toutes les possibilités, potentialités nouvelles qui arrivent, mais à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question de se dire, comment on fait pour réduire, par exemple, la pratique de l'autosolisme dans les grandes métropoles, qui est un fléau, qui génère beaucoup de congestion urbaine. L'autosolisme, c'est une personne dans une voiture. Je suis seul dans ma voiture. Et les taux aujourd'hui sont effrayants. Enfin, alors, je ne sais pas à Bordeaux, je n'ai pas les chiffres de Bordeaux, mais les chiffres de Paris, c'est... Apparemment, les Bordelais attendent beaucoup de l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de bouchons. J'ai plusieurs messages en ce sens. Très bien, donc ça c'est une question intéressante. Et or, aujourd'hui, on voit bien que ça soit du côté des promesses technologiques, la voiture autonome et autres, ou la voiture électrique, tout ça renvoie à vos questions de pollution de l'air et autres. Bon, on se dit, est-ce qu'on va juste se contenter de, par exemple, transformer les véhicules thermiques en véhicules électriques, et puis à la fin, on aura juste des bouchons électriques. Aujourd'hui, on a des bouchons thermiques. Donc ça fait du bruit, ça pollue l'air. Demain, on aura des bouchons électriques, c'est génial, ça sera silencieux, mais la congestion n'aura pas bougé d'un iota. Et moi, je pense que cette notion de commun numérique, d'agréger les données, de mieux comprendre comment se déplacent les gens avec l'assentiment des gens, ça va ouvrir des choses pour réfléchir à une nouvelle architecture de la mobilité. Voilà. Merci Thierry Marcoux. On a compris votre point. Merci Jessica, tu me pardonnes, je reprends la parole parce qu'il y a énormément de questions du public. On va faire une petite pause quand même dans pas longtemps du tout. Je vais vous poser deux questions, je vais vous demander si c'est possible d'y répondre de la manière la plus concise possible. La première, elle revient sur évidemment des choses, ou elle rebondit sur des choses que vous avez abordées. Uber, Airbnb, Waze, est-ce que la Smart City veut forcément dire ubérisation, qui est définie par cette personne comme monétisation et prolétarisation. Donc est-ce que ça veut dire ubérisation de toutes les facettes de la vie urbaine ? Je le pense pas du tout, à condition de fixer des règles. Quand on utilise des données de façon massive pour gérer de l'intérêt général, on n'est pas soumis aux mêmes règles que quand on s'appelle Facebook, Google et les autres. Et ces règles, il faut les définir, il faut les poser. C'est les conditions de la confiance et d'ailleurs de l'accès à la donnée, parce que sinon le système s'arrêtera. Il faut des processus d'anonymisation beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut de la sobriété dans la consommation de la donnée. Il faut de la participation citoyenne, on l'a un tout petit peu évoqué. Il faut qu'il y ait un contrôle citoyen possible. Je pourrais citer des exemples. En Écosse, il y a des choses formidables qui se font avec du contrôle citoyen. Il y a des débats citoyens aujourd'hui sur des rues connectées. Il y a des systèmes également à inventer sur la relation publique-privée qui doivent sortir les données qui servent à l'intérêt général du champ de la marchandisation. Anolas, avec les mêmes barrières, vous êtes tout aussi optimiste ? Mais j'insiste sur les barrières, c'est pas rien non plus, tout ce que vous avez cité. Il y a l'intention, effectivement, mais il faut le mettre en œuvre. C'est ça le problème. Parce que je pense qu'on parle de l'anonymisation des données depuis très longtemps, du non-stockage, enfin en tous les cas de l'historisation, tous ces aspects-là, on en parle depuis longtemps, mais en même temps, il faut que ce soit fait. Donc il faut qu'il y ait des organismes de contrôle qui soient dédiés à ça, il faut mettre en œuvre ces contrôles pour assurer
le bien-être des individus, mais aussi le bien-être collectif. On peut regarder ça typiquement pour l'électricité, hein, les compteurs Linky, qui sont un sujet important. On sait très bien que mieux gérer l'électricité, c'est pour un bien collectif, mais l'intrusion chez soi Ça n'est pas simple. et le contrôle, c'est autre chose. Donc il faut trouver un équilibre et mettre en place des contrôles indépendants de celui qui gère la donnée. Merci beaucoup. Question 2. Alors, quand vous posez des questions, moi, ça apparaît avec utilisateur et un chiffre. Donc, il y a utilisateur 123. Je soupçonne qu'il s'agit d'Alain Rousset, si je l'ai bien écouté ce matin. Donc, est-ce que malgré le mot city, on peut appliquer ces idées et outils à l'ensemble du territoire, notamment aux espaces agricoles et aux milieux naturels? Très bon rapport qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelait Smart City vs Stupid Village, et qui montrait comment ce type d'outils, des dispositifs algorithmiques de nature diverse, peuvent aussi trouver un écho positif dans des territoires qui sont des territoires qui ne sont pas les grands territoires urbains. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier tous nos intervenants.